Mon petit-fils de 7 ans m'a appelé désespéré en pleine nuit. « Grand-père, j'ai tellement faim, il m'a enfermé, maman ne se réveille pas. » J'ai foncé chez eux. Personne n'a ouvert la porte. J'ai donc brisé leur fenêtre pour entrer. Et ce que j'ai trouvé à l'intérieur? Un cauchemar absolu. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à la chaîne. Et nous aimerions savoir de quelle partie du monde vous nous rejoignez. Dites-le nous. Maintenant, plongeons dans l'histoire d'aujourd'hui. La clé à molette a glissé dans la main calleuse de Norman Branner et il l'a rattrapée avant qu'elle ne touche le béton. 63 ans à travailler de ses mains lui avait appris à ne jamais laisser tomber un outil. Il essuya la graisse de ses doigts sur le chiffon pendu à sa poche arrière et examina le carburateur qu'il était en train de reconstruire. La lumière au plafond de son garage projetait des ombres dures sur l'établi et dehors. L'obscurité avait déjà englouti le lac. Cedar Ridge devenait silencieuse après le coucher du soleil. C'était l'une des raisons pour lesquelles Norman était resté après la mort de sa femme. La petite ville au bord du lac, dans le nord du Wisconsin, ne se pressait pas, ne se bousculait pas et ne posait pas trop de questions. Les gens restaient chez eux. Ils saluaient quand vous passiez en voiture, ils aidaient quand vous en aviez besoin, et ils vous laissaient tranquille quand ce n'était pas le cas. Le téléphone sonna, Norman jeta un coup d'œil à l'horloge au mur, 9h43, tard pour un appel. Il posa le carburateur et se dirigea vers l'endroit où son téléphone portable était posé sur l'étagère métallique, à côté d'une rangée de tournevis bien organisée. L'écran n'affichait aucun identifiant d'appelant. Il répondit « Allô ?» Des parasites crépitèrent, puis une petite voix, à peine au-dessus d'un murmure « Grand-père ». La poitrine de Norman se serra. « Rowan, grand-père, j'ai faim ». La voix du garçon tremblait. Norman pressa le téléphone plus fort contre son oreille et s'avança vers la porte du garage. Comme si se rapprocher de la nuit pouvait l'aider à mieux entendre. « Où es-tu ? Es-tu à la maison ? Il m'a enfermé. » Les mots de Rowan se brisèrent en sanglots. « Maman ne se réveille pas. Grand-père, s'il te plaît. » La clé à molette tomba au sol cette fois. Norman ne la rattrapa pas. « Rowan, écoute-moi. Où est ta maman ? Dans quelle pièce es-tu ? Dans ma chambre ? La porte a le verrou à l'extérieur. Je ne peux pas. » La voix du garçon se dissolut en pleurs. « Où est Colton ? Je ne sais pas. Il est parti. Maman est par terre et elle ne me parle pas. » Norman était déjà en mouvement. Il attrapa les clés de son pick-up sur le crochet près de la porte et éteignit la lumière du garage. Ses bottes frappèrent le gravier de l'allée et l'air froid d'octobre lui mordit le visage. Le téléphone resta pressé contre son oreille. « Rowan, j'arrive tout de suite. Reste en ligne avec moi. Tu peux faire ça ? D'accord. » Le garçon renifla. « Dépêche-toi, grand-père. J'ai peur. Je sais. Je monte dans le pick-up maintenant. » Norman ouvrit brutalement la portière du conducteur et grimpa dedans. Le moteur rugit et il recula rapidement, projetant du gravier. Ses mains agrippèrent le volant si fort que ses jointures blanchirent. Au téléphone, il pouvait entendre Rowan pleurer doucement, essayant d'être courageux. « Depuis combien de temps ta maman est-elle par terre ? » « Je ne sais pas. Depuis avant le dîner. J'ai appelé pour elle, mais elle n'a pas répondu. » La mâchoire de Norman se serra. Il appuya sur l'accélérateur et observa le compteur de vitesse grimper. La route sortant de son allée serpentait à travers les pins et ses phares tranchaient l'obscurité comme des couteaux. Est-ce que Colton lui a fait du mal ? Silence. Puis, doucement, je les ai entendus crier, puis un grand bang, puis rien. La vision de Norman se brouilla un instant, pas à cause des larmes, à cause d'une rage si brûlante qu'elle faisait disparaître tout le reste. Il cligna des yeux pour la chasser et se concentra sur la route. « J'arrive dans 5 minutes. Mon petit... Tiens bon ?» Le trajet jusqu'à la maison de Ruby prenait habituellement 15 minutes. Norman le fit en 8. Il ignora 2 stops et s'en ficha. Les maisons le long de la route du lac étaient sombres et endormies. Personne ne le vit passer à toute vitesse. Personne ne l'aurait arrêté s'il l'avait de vue. La maison de Ruby se trouvait au bout d'une allée de gravier, entourée de pins qui bloquaient de la plupart de la vue depuis la route. Norman s'arrêta et coupa le moteur. La maison était complètement sombre, pas même la lumière du porche. Il sauta du pick-up et courut vers la porte d'entrée. Son poing martela le bois. « Ruby, ouvre la porte. » Rien. Il essaya la poignée, verrouillée. Norman contourna la maison par le côté, sa respiration rapide, ses bottes craquant sur les feuilles sèches. Il mit ses mains en coupe autour de ses yeux et regarda par une fenêtre, trop sombre pour voir quoi que ce soit. « Grand-père !» La voix de Rowan sortit du téléphone, encore dans sa main. « Es-tu là ? Je suis là ? J'entre. » Norman fit le tour par l'arrière. La porte de la cuisine était verrouillée aussi,
Il resta là une demi-seconde, pesant ses options, puis il repéra la chaise de jardin en plastique sur la terrasse, il la saisit, la leva au-dessus de sa tête et la fracassa à travers la fenêtre de la cuisine. Le verre explosa vers l'intérieur, le bruit résonna dans la cour vide. Norman se fichait du bruit, du verre brisé, des alarmes ou des voisins appelant la police. Il enleva les éclats restants du cadre avec la jambe de la chaise et grimpa dedans. L'odeur le frappa d'abord. Bière éventée, nourriture pourrie, quelque chose de métallique et âcre qui lui retournait l'estomac. Norman atterrit dans la cuisine et sortit la lampe torche de son téléphone. Le faisceau balaya le comptoir, des canettes de bière empilées à côté d'assiettes sales. Un sac poubelle débordant appuyé contre le mur, la porte du frigo était légèrement ouverte, et quand Norman regarda dedans, il était presque vide. Un demi-litre de lait, de la laitue flétrie. Rien d'autre? Rowan, je suis à l'intérieur. Où est ta chambre? Au bout du couloir, la dernière porte. Norman avança rapidement, ses bottes craquèrent sur le verre brisé, alors qu'il traversait la cuisine et entrait dans le salon. La télé était allumée, projetant une lumière bleue clignotante dans la pièce, une info-publicité de fin de soirée vendant des couteaux de cuisine. Le volume était bas, mais elle bourdonnait en fond comme un fantôme. Des canettes de bière couvrirent la table basse, les coussins du canapé étaient de travers, et par terre, à côté du canapé, Ruby, la respiration de Norman s'arrêta. Elle était allongée sur le côté, un bras plié maladroitement sous elle. Ses cheveux couvraient la plus grande partie de son visage, mais il pouvait voir les ecchymoses, violette foncée s'étendant sur sa pommette, jaune-vert le long de sa mâchoire. Sa poitrine se soulevait et retombait, faiblement mais régulièrement. « Ruby !» Norman s'agenouilla à côté d'elle. Il toucha doucement son épaule. « Ruby, réveille-toi !» Elle ne répondit pas. Ses paupières papillotèrent, mais ne s'ouvrirent pas. La main de Norman tremblait alors qu'il sortait son téléphone et composait le 911. Mais avant d'appuyer sur le bouton d'appel, il se souvint de Rowan. Le garçon était encore enfermé dans sa chambre. Norman se leva et courut dans le couloir. 3 portes. La première était une salle de bain. La deuxième était la chambre principale. La troisième avait un cadenas en acier pendu à l'extérieur. Son estomac se noua, en cadenas, sur la porte de la chambre d'un enfant. À l'extérieur, Norman attrapa le cadenas et tira. Il tint bon, il recula et donna un coup de pied dans la porte. Juste en dessous de la poignée, le bois craqua mais ne se brisa pas. Il donna un autre coup de pied, plus fort, le cadre se fendit et les vis tenant le loquet se déchirèrent. La porte s'ouvrit en grand. Rowan était assis par terre dans le coin, les genoux contre la poitrine. Il leva les yeux quand la lumière du couloir entra. Son visage était pâle, trop pâle. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Grand-père. Norman traversa la pièce en 2 pas et prit le garçon dans ses bras. Rowan entoura le cou de son grand-père de ses bras maigres et enfouit son visage dans son épaule. « Tu vas bien maintenant ?» Norman dit, sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Je te tiens ?» Rowan ne dit rien. Il se contenta de s'accrocher. Norman le porta hors de la chambre et de retour dans le salon. Il posa le garçon sur le canapé, loin de l'endroit où Ruby était allongée par terre, et sortit à nouveau son téléphone. Cette fois, il appela le 911. La standardiste répondit à la 2e sonnerie. « Nigeria, quelle est votre urgence? J'ai besoin d'une ambulance? Ma fille est inconsciente? Elle a été agressée? Quelle est votre adresse ?» Norman donna l'adresse. La standardiste posa d'autres questions. Respire-t-elle? L'agresseur est-il encore là? Êtes-vous blessé? Et Norman répondit à tout en phrases courtes et sèches. Il garda les yeux sur Ruby tout le temps. Elle n'avait toujours pas bougé. L'ambulance arriva 12 minutes plus tard. Des lumières rouges et bleues inondèrent la maison. Les ambulanciers entrèrent précipitamment avec du matériel et des questions. Norman recula et les laissa travailler. Il répondit à ce qu'ils demandaient. Il leur donna le nom de Colton. Il leur raconta ce que Rowan avait dit au téléphone et il les regarda charger Ruby sur une civière et la transporter dehors dans la nuit. Rowan se tenait à côté de Norman, tenant la main de son grand-père si fort que ça faisait mal. Le garçon ne pleurait plus. Il se contentait de fixer sa mère tandis qu'il la hissait dans l'ambulance. « Va-t-elle mourir ?» murmura Rowan. Norman baissa les yeux vers lui. « Non, elle est forte. Comme toi ?» Le garçon hocha la tête, mais sa prise ne se relâcha pas. Une des ambulancières s'approcha, une femme d'une 40aine d'années aux yeux bienveillants et à l'expression pragmatique. « Nous l'emmenons au Cedar Ridge Memorial. Vous pouvez nous suivre. Je le ferai. » Et lui, elle hocha la tête vers Rowan. « Il vient avec moi. D'accord? La police va vouloir vous parler à tous les deux.
Norman hocha la tête, il s'y attendait. L'ambulance s'éloigna, sirène hurlante. Norman conduisit Rowan à son pick-up et l'aida à monter sur le siège passager. Le garçon s'assit tout petit et immobile, fixant ses mains. Norman grimpa du côté conducteur et démarra le moteur. Aucun d'eux ne parla tandis qu'ils suivaient l'ambulance dans les rues sombres de Cedar Ridge. À l'hôpital, Norman et Rowan s'assirent dans la salle d'attente pendant que les médecins s'occupèrent de Ruby. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus d'eux. Les chaises étaient en plastique dur et l'air sentait l'antiseptique et le café brûlé. Rowan s'appuya contre le côté de Norman, les yeux mi-clos mais pas endormis. Un inspecteur arriva 1 heure plus tard. Il se présenta comme l'inspecteur Bill Harrison, du département de police de Cedar Ridge. Il portait un jean et une chemise en flanelle sous une veste, et son badge pendait à sa ceinture. Il avait l'air fatigué. « Monsieur Branner », Norman se leva. « C'est moi. J'ai besoin de vous poser des questions sur ce qui s'est passé ce soir. » « D'accord. » Ils se déplacèrent dans un coin plus calme de la salle d'attente. Rowan resta dans la chaise, les observant. Harrison sortit un petit carnet et un stylo. « Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» Norman le fit. Il raconta l'appel téléphonique, la porte verrouillée, le cadenas sur la chambre de Rowan. Avoir trouvé Ruby par terre. Il garda sa voix stable et ses réponses directes. Harrison nota tout. « Et où est Colton Ward maintenant ?»« Je ne sais pas. Il n'était pas à la maison quand je suis arrivé. » « Savez-vous où il pourrait être allé ?»« Non ?» Harrison jeta un coup d'œil vers Rowan. Le garçon a-t-il dit quelque chose sur ce qui s'est passé ? Il a dit qu'il les avait entendus se disputer, puis un bruit fort, puis rien. A-t-il vu Colton la frapper ? Je ne lui ai pas demandé ça. Harrison hocha la tête. Il nota autre chose dans son carnet, puis leva les yeux. Nous aurons besoin de parler à votre fille une fois qu'elle sera réveillée. Elle est à peine consciente, je comprends, mais nous avons besoin de sa déclaration pour avancer. La mâchoire de Norman se serra. Et pour Colton, allez-vous l'arrêter ? Nous devons d'abord le localiser, et nous avons besoin de preuves. La maison est une preuve. Le cadenas sur la porte d'un enfant de 6 ans est une preuve. Le visage de ma fille est une preuve. Je vous entends, Monsieur Branner. Mais nous devons suivre la procédure. Nous le trouverons et le ramènerons pour interrogatoire. Norman fixa l'inspecteur. Interrogatoire. C'est exact ? Pas arrestation ? Interrogatoire. Nous avons d'abord besoin de sa déclaration. Norman ne répondit pas. Il se contenta de regarder Harrison jusqu'à ce que l'inspecteur se dandine et s'éclaircisse la gorge. « Je resterai en contact », dit Harrison. Il tendit une carte de visite à Norman. « Appelez-moi si vous pensez à autre chose. » Norman prit la carte sans la regarder. Harrison partit. Norman revint à l'endroit où Rowan était assis et se laissa tomber dans la chaise à côté du garçon. Rowan leva les yeux vers lui avec des yeux rougis. « Vont-ils l'attraper ?» demanda Rowan doucement. Norman ne répondit pas tout de suite. Il observa l'inspecteur disparaître par les portes automatiques vers le parking. Puis il baissa les yeux vers son petit-fils. « On verra, dit-il. Mais à l'intérieur, quelque chose de froid et dur s'installa, parce que Norman avait déjà vu ça. Pas avec sa propre famille, mais avec d'autres. Il avait vu le système avancer lentement pendant que les mauvais hommes avançaient vite. Il avait vu des promesses faites et brisées. Il avait vu des gens tomber dans des failles qui n'auraient jamais dû exister, et il serait damné s'il laissait ça arriver à Ruby et Rowan. Une infirmière apparut des doubles portes menant à la salle des urgences. Elle regarda autour d'elle, puis repéra Norman. « Monsieur Branner ?» Il se leva. « Oui, votre fille est réveillée ?» Elle vous demande. Norman prit la main de Rowan et ils suivirent l'infirmière par les portes. La salle des urgences était un labyrinthe de lits séparés par des rideaux et d'équipements roulants. L'infirmière les conduisit à un lit dans le coin. Ruby était allongée, soutenue par des oreillers, une perfusion au bras, des moniteurs bipant doucement à côté d'elle. Son visage était pire sous les lumières vives. Les ecchymoses étaient au plus sombre, plus nettes. Son œil gauche était enflé presque fermé et une coupure au-dessus de son sourcil avait été recousue. Elle avait l'air fragile d'une manière que Norman n'avait jamais vue auparavant. Quand elle les vit, des larmes coulèrent sur ses joues. Rowan. Le garçon courut à son côté. Ruby tendit la main libre vers lui et il se pressa contre la barrière du lit. Essayant de se rapprocher le plus possible sans grimper dedans, elle passa ses doigts dans ses cheveux, murmurant des choses que Norman n'entendit pas. Norman resta en arrière, leur laissant de l'espace. Mais ses yeux ne quittèrent jamais le visage de sa fille. Au bout d'un moment, Ruby leva les yeux vers lui. « Papa, je suis désolé. »« Ne fais pas ça !» dit Norman. Sa voix était calme mais ferme. « Ne t'excuse pas, je devrais l'avoir fait. Tu ne me dois pas d'explication. »
Le visage de Ruby se froissa. J'ai essayé de partir. Je l'ai fait. Mais il a dit qu'il prendrait Rowan. Il a dit que je ne le reverrai jamais. Il a dit « Arrête ». Norman s'approcha. Il posa sa main sur la barrière du lit. Je sais ce qu'il a dit et je sais ce qu'il a fait. Et c'est fini maintenant. Ruby secoua la tête. Ce n'est pas fini. Il reviendra. Il revient toujours. Et quand il le fera, il ne vous touchera plus. La certitude dans la voix de Norman fit arrêter Ruby. Elle le regarda, scrutant son visage à la recherche de quelque chose. Peut-être du doute, peut-être de l'hésitation. Elle n'en trouva pas. « Papa !» Sa voix descendit à un murmure. « S'il te plaît, ne le mets pas en colère. S'il te plaît, tu ne sais pas comment il est quand il est en colère ?» Norman se pencha plus près. « Je me fiche de comment il est. » Ruby ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue meurtrie. Rowan leva la main et l'essuya avec sa petite main. Ils restèrent comme ça un moment. Ruby Tennant Rowan. Norman montant la garde. Les moniteurs bipaient, les lumières fluorescentes bourdonnaient, et quelque part au loin, la sirène d'une ambulance hurlait tandis qu'elle amenait l'urgence de quelqu'un d'autre aux portes de l'hôpital. Finalement, un médecin vint vérifier Ruby. Il confirma qu'elle avait une commotion cérébrale, 3 côtes meurtries et des dommages importants au tissu mou. Il voulait la garder en observation pour la nuit. Ruby accepta sans discuter. Elle était trop fatiguée pour se battre. Norman lui dit qu'il ramènerait Rowan chez lui. Elle hocha la tête. « Merci » murmura-t-elle. Norman ne répondit pas. Il se contenta de serrer sa main une fois, puis conduisit Rowan de retour au pick-up. Le trajet de retour chez lui fut silencieux. Rowan fixait par la fenêtre le lac sombre qui défilait. Norman gardait les 2 mains sur le volant et ses pensées pour lui. Quand ils s'engagèrent dans l'allée, Rowan parla enfin. « Grand-père. »« Oui. Es-tu en colère contre moi ?» Norman gara et coupa le moteur. Il regarda le garçon. « Pourquoi serais-je en colère contre toi ? Parce que je t'ai appelé ? Parce que je t'ai fait briser la fenêtre ? » Rowan. Norman se tourna sur son siège pour lui faire face pleinement. « Tu as fait exactement ce que tu étais censé faire. Tu as appelé à l'aide ? Ce n'est pas quelque chose dont il faut s'excuser. C'est quelque chose dont il faut être fier. » La lèvre inférieure de Rowan trembla. « Mais et si Colton revient ? Et s'il est en colère ? S'il revient, il devra d'abord passer par moi ?» Le garçon hocha lentement la tête. « D'accord ?» Ils entrèrent. Norman fit un sandwich au beurre de cacahuètes et un verre de lait à Rowan. Le garçon mangea lentement, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de le finir. Norman s'assit en face de lui à la table de la cuisine et observa. Quand Rowan eut fini, Norman lui montra la chambre d'amis. Elle était petite et simple, mais le lit était doux et la fenêtre donnait sur le lac. « Tu peux dormir ici ce soir ?» dit Norman. « Et demain, nous verrons ce qui vient ensuite. Puis-je appeler maman ? Demain matin, elle a besoin de se reposer ce soir. » Rowan grimpa dans le lit, portant encore ses vêtements de tout à l'heure. Norman trouva une couverture supplémentaire dans le placard et l'étendit sur lui. Le garçon avait l'air si petit sous tout ce tissu. « Bonne nuit. Grand-père, bonne nuit. » Mon petit. Norman éteignit la lumière et ferma la porte presque entièrement, la laissant entr'ouverte. Puis, il revint à la cuisine et s'assit à la table. La maison était silencieuse, sauf pour le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain du lac, clapant contre le rivage. Norman sortit son téléphone et regarda l'heure. 2h17 du matin. Il devrait être épuisé, mais il ne l'était pas. Son esprit était vif, clair, concentré. Il ouvrit un tiroir de la cuisine et en sortit un carnet à spirale. C'était celui qu'il utilisait pour suivre les réparations, mais les 20 dernières pages étaient vierges. Il tourna jusqu'à la première page vide et écrivit la date du jour en haut. Puis, il commença à écrire tout ce dont il se souvenait, l'appel téléphonique, la chambre verrouillée, le cadenas, l'odeur de la maison, les canettes de bière, les frigos vides, les ecchymoses de Ruby, ce que Rowan avait dit, ce que les ambulanciers avaient dit, ce que l'inspecteur avait dit. Il écrivit pendant 1 heure. Quand il eut fini, il ferma le carnet et le posa sur la table. Puis, il s'adossa à sa chaise et fixa le plafond. Norman Brenner avait passé toute sa vie à réparer des choses, des moteurs, des outils, de la plomberie. Tout ce qui se cassait, il pouvait le remettre en état, mais certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Certaines choses ne pouvaient qu'être arrêtées. Et Colton Ward en faisait partie. Fin de l'acte 1. Le lendemain matin, Norman se réveilla avant le lever du soleil. Il n'avait pas beaucoup dormi, peut-être 2 heures au total, mais son corps ne se sentait pas fatigué, il se sentait tendu, prêt. Il prépara du café et des œufs. Rowan entra dans la cuisine vers 7 heures, se frottant les yeux.
Norman lui donna le petit déjeuner et appela l'hôpital. Ruby était stable. Elle se reposait. Pas de changement. L'infirmière dit qu'il la libérerait probablement l'après-midi. Norman dit à Rowan qu'ils iriont la voir après le déjeuner. Le garçon hocha la tête et alla s'asseoir sur le canapé. Fixant la télé sans l'allumer, Norman passa la matinée à passer des appels. Il contacta une avocate qu'il connaissait en ville, une femme nommée Patricia Voss, spécialisée en droit familial. Il lui raconta les faits essentiels. Elle écouta sans l'interrompre, puis dit qu'elle examinerait la possibilité de demander une garde d'urgence. Norman la remercia et raccrocha. Puis il appela à nouveau l'hôpital. Cette fois, il demanda si Colton Ward avait essayé de rendre visite à Ruby. L'infirmière vérifia le registre. Aucun visiteur à part Norman et Rowan. Norman la remercia et raccrocha. Il fit les 100 pas dans la cuisine. Ses bottes claquaient contre le linoléum. Il versa plus de café. Le but noir en versa encore. Son esprit tournait sur les possibilités. Où irait Colton? Que ferait-il? Fuirait-il? Où reviendrait-il? Norman connaissait les hommes comme Colton. Il en avait rencontré auparavant, sur des chantiers, dans des bars, au magasin de quincaillerie. Il parlait avec douceur, souriait facilement. Mais en dessous, ils étaient vides. Et les hommes vides ne fuient pas. Ils doublent la mise, ils blâment les autres. Ils se convainquent qu'ils sont les victimes. Colton reviendrait? Norman en était sûr. La question était quand? À 13 heures. Norman et Rowan retournèrent à l'hôpital. Ruby était assise dans son lit. Elle avait l'air mieux que la veille au soir. L'enflure avait légèrement diminué. Bien que les ecchymoses soient encore plus sombres maintenant, elle serra Rowan fort et lui demanda comment il avait dormi. « Bien » mentit Rowan. Ruby lui sourit, puis elle regarda Norman. « Le médecin dit que je peux rentrer à la maison aujourd'hui. »« Tu ne rentres pas à la maison ?» dit Norman. « Tu viens chez moi ?» Ruby commença à protester. « Papa, je ne peux pas juste... Tu peux, et tu le feras. Mais ma maison est une scène de crime. La police doit encore la traiter. » Cette partie était vraie. Harrison avait appelé plus tôt pour dire qu'ils enverraient une équipe médico-légale pour recueillir des preuves. Norman n'en avait pas encore parlé à Ruby. Maintenant semblait un bon moment. Le visage de Ruby s'assombrit. « C'est vrai? Bien sûr. Tu as besoin d'un endroit sûr? Chez moi. C'est sûr. » Elle n'argumenta pas. Peut-être était-elle trop fatiguée, ou peut-être savait-elle qu'il avait raison. Dans tous les cas, elle hocha la tête. Ils attendirent, pendant que les médecins signaient les papiers de sortie, et une infirmière apporta un fauteuil roulant à Ruby, politique de l'hôpital. Ruby ne s'y opposa pas. Elle s'assit simplement et les laissa la pousser jusqu'au pick-up de Norman. Le trajet de retour fut silencieux. Rowan était assis entre eux, tenant la main de sa mère. Ruby fixée par la fenêtre. Norman conduisait. Quand ils s'engagèrent dans l'allée, Ruby parla enfin. « Merci. » Papa dodo. Norman ne répondit pas. Il se contenta de garer et de l'aider à sortir du pick-up. À l'intérieur, il lui montra la chambre d'amis. Rowan y avait dormi la nuit précédente, mais Norman avait déjà changé les draps et nettoyé. Ruby s'abaissa sur le lit et grimaça. « As-tu besoin de quelque chose ?» demanda Norman. « Non, ça va. » Elle n'allait pas bien, mais Norman n'insista pas. Il ferma la porte et la laissa se reposer. Rowan resta dans le salon, jouant tranquillement avec un jeu de cartes que Norman lui avait donné. Norman revint à la cuisine et ouvrit son carnet. Il relut ce qu'il avait écrit la veille, puis ajouta une nouvelle entrée. 17 octobre. Ruby sortit de l'hôpital. Ecchymosis. Œil gauche. Pommette. Mâchoire. Épaule droite. Côte meurtrie. Commotion cérébrale. Le médecin a mentionné que c'était compatible avec un traumatisme par objet contondant. Ruby a confirmé que Colton était responsable. Toujours aucun signe de lui. Norman posa le stylo et fixa les mots « traumatisme par objet contondant ». C'était la manière clinique de dire que quelqu'un avait battu sa fille presque jusqu'à l'inconscience. Sa mâchoire se serra, un coup à la porte le tira de ses pensées. Norman se leva et se dirigea vers l'avant de la maison. Par la fenêtre, il pouvait voir une voiture de police garée dans l'allée. Il ouvrit la porte. L'inspecteur Harrison se tenait sur le porche, l'air aussi fatigué que la veille. « Monsieur Branner, vous avez une minute ?»« Bien sûr. » Norman sortit et ferma la porte derrière lui. Il ne voulait pas que Rowan entende cette conversation. Harrison s'appuya contre la rambarde du porche. « Nous avons traité la maison ce matin, trouvé certaines choses, comme quoi des bouteilles d'alcool vide, des signes de lutte dans le salon, le cadenas que vous avez mentionné, et nous avons pris des photos des blessures de votre fille. Bien, alors quand allez-vous l'arrêter ?» Harrison soupira. « Ce n'est pas si simple. Ça semble plutôt simple ?
Nous devons encore le localiser et nous avons besoin de la déclaration formelle de votre fille. Elle vous a déjà dit ce qui s'est passé? Nous en avons besoin par écrit. Officiel, Norman croisa les bras. Quand, aujourd'hui, si possible. Je peux revenir plus tard? Ou elle peut venir au poste? Elle n'ira nulle part. Vous pouvez lui parler ici? Ça marche? Harrison marqua une pause. Il semblait choisir ses mots avec soin. Monsieur Branner, je veux que vous sachiez que nous prenons ça au sérieux. Mais ces affaires prennent du temps. Nous devons construire un dossier qui tiendra au tribunal. Je me fiche du tribunal. Je me soucie de le garder éloigné de ma famille. Je comprends. Et nous ferons tout ce que nous pourrons. Mais vous devez rester patient. Laissez-nous nous en occuper. Norman le fixa. Et s'il se montre avant que vous vous en occupiez, appelez-nous immédiatement. Ne vous engagez pas avec lui. Il a déjà menacé ma fille et enfermé mon petit-fils dans une chambre. Que pensez-vous qu'il fera s'il revient? C'est pourquoi nous devons le trouver d'abord. Norman ne répondit pas. Il se contenta de regarder Harrison jusqu'à ce que l'inspecteur se dandine et regarde sa montre. « Je reviendrai dans quelques heures pour prendre sa déclaration », dit Harrison. « En attendant, gardez vos portes verrouillées. Je le fais toujours. » Harrison revint à sa voiture et partit. Norman resta sur le porche longtemps après son départ, fixant les arbres bordant l'allée. « Gardez vos portes verrouillées. » Comme si un verrou arrêterait un homme comme Colton, Norman rentra. Il vérifia Ruby, encore en train de se reposer. Il vérifia Rowan, encore en train de jouer aux cartes. Puis, il alla dans sa chambre et ouvrit le placard. Sur l'étagère du haut, derrière une pile de vieilles couvertures, il trouva ce qu'il cherchait. Un coffre-fort. À l'intérieur se trouvait un revolver, un Smith & Wesson, 38 Special. Il l'avait acheté des années auparavant, quand lui et sa femme avaient emménagé à Cedar Ridge. Pour la protection, avait-elle dit, au cas où, il n'en avait jamais eu besoin. Mais Norman l'avait gardé propre et chargé. Au cas où, maintenant semblait le bon moment pour au cas où, il vérifia le barillet, 6 cartouches. Il referma le coffre et le remit sur l'étagère, puis il ferma la porte du placard et revint à la cuisine. À 16 heures, Harrison revint, Norman le fit entrer et le conduisit à la chambre d'amis. Ruby était réveillée, assise dans le lit avec une tasse de thé que Norman lui avait apportée plus tôt. Elle avait l'air nerveuse quand elle vit l'inspecteur. « Madame Ward », dit Harrison doucement, « j'ai besoin de vous poser des questions sur ce qui s'est passé. Est-ce d'accord ?» Ruby hocha la tête. Harrison sortit son carnet et s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Norman s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Harrison le regarda mais ne lui demanda pas de partir. « Pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé la nuit du 16 octobre ?» Ruby prit une respiration tremblante. « Colton et moi, nous nous sommes disputés à propos d'argent. Il avait bu... Il était en colère parce que je lui avais demandé d'aider à payer les courses. Il a dit que j'étais ingrate, que je n'appréciais pas tout ce qu'il faisait pour nous. Vous a-t-il frappé ?» Les mains de Ruby se serrèrent autour de la tasse de thé. « Oui, où ?» Mon visage, mes côtes. Il m'a poussé contre le mur d'abord, puis il m'a frappé, je ne sais pas combien de fois. J'ai essayé de protéger ma tête, mais sa voix s'est éteinte. Harrison nota dans son carnet, et pour Rowan, il était dans sa chambre. J'ai dit à Colton de le laisser tranquille, mais il a verrouillé la porte. Il a dit que Rowan avait besoin d'apprendre la discipline, que j'étais trop douce avec lui. Colton est-il parti après ça? Je pense que oui. Je ne me souviens pas. Tout est devenu noir après qu'il m'ait frappé la dernière fois. Harrison hocha la tête. Et depuis combien de temps cela dure-t-il? Ruby ne répondit pas tout de suite. Elle fixa la tasse de thé. Longtemps? Des mois? Des années? 2 ans? Peut-être plus? Ça a commencé petit. Des cris, des poussades, puis c'est devenu pire. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? La voix de Ruby descendit à un murmure. Parce qu'il a dit qu'il prendrait Rowan. Il a dit que je ne le reverrai jamais. Il a dit que personne ne me croirait. L'expression de Harrison s'adoucit. Madame Ward, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Vous n'êtes pas en faute ici. Ce qu'il vous a fait, c'est une agression. Et ce qu'il a fait à votre fils, c'est de la mise en danger d'enfant. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour qu'il ne vous fasse plus de mal. Ruby hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Harrison posa quelques questions supplémentaires sur des incidents précédents, sur des témoins, sur où Colton pourrait être allé. Et Ruby répondit du mieux qu'elle put. Quand il eut fini, il se leva et ferma son carnet. « Merci », dit-il. « Je sais que ce n'était pas facile. » Ruby ne répondit pas. Harrison partit. Norman l'accompagna à la porte. « Nous lancerons un mandat d'arrêt contre lui, » dit Harrison. « Nous devrions l'avoir d'ici demain. Et s'il se montre avant ça, appelez le 911.
N'essayez pas de le gérer vous-même. Norman hocha la tête. Il ne fit aucune promesse. Après le départ de Harrison, Norman revint vérifier Ruby. Elle pleurait doucement, le visage enfoui dans ses mains. Norman s'assit au bord du lit et ne dit rien. Parfois, il n'y avait rien à dire. Parfois, il fallait juste s'asseoir là et laisser quelqu'un ressentir ce qu'il avait besoin de ressentir. Finalement, Ruby essuya ses yeux et le regarda. « Je suis désolé que tu aies à gérer ça. Arrête de t'excuser. Je veux juste… » Elle prit une respiration tremblante. « J'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû mieux protéger Rowan. J'aurais dû… » « Ruby !» La voix de Norman était ferme mais pas dure. « Tu as fait ce que tu pensais devoir faire pour garder ton fils en sécurité. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la survie. Mais je l'ai laissé me faire du mal. Je l'ai laissé enfermer Rowan dans cette chambre. Tu ne l'as pas laissé faire quoi que ce soit. Il a fait des choix, de mauvais choix. Et maintenant, il va les payer ?» Ruby scruta son visage. « Papa, qu'est-ce que tu vas faire ?» Norman se leva. « Je vais m'assurer qu'il ne te touche plus jamais. S'il te plaît, ne fais rien qui te mette en difficulté. » Norman ne répondit pas. Il se contenta d'aller à la porte et de se retourner pour la regarder. « Repose-toi, nous allons régler ça. » Il ferma la porte et revint à la cuisine. Le carnet était sur la table, ouvert à la dernière entrée. Norman prit son stylo et ajouta plus de notes. Heure, dates, détails de la déclaration de Ruby, tout ce que l'inspecteur avait demandé, tout ce que Ruby avait dit, puis il ajouta une nouvelle section au bas de la page. Prochaines étapes, contacter les anciens collègues de Ruby, en savoir plus sur le passé de Colton. Parler à quiconque pourrait avoir des informations. Norman ferma le carnet et le posa de côté, puis il sortit son téléphone et commença à faire une liste de personnes à appeler. Ruby avait travaillé dans une petite boulangerie en ville avant d'épouser Colton. Le nom de la propriétaire était Helen. Norman l'avait rencontrée quelques fois. Elle semblait être une bonne femme, quelqu'un qui faisait attention. Il commencerait par là. Le lendemain matin, Norman laissa Ruby et Rowan à la maison et conduisit en ville. La rue principale de Cedar Ridge était calme. Quelques magasins, Undiner, un magasin de quincaillerie, et au bout du bloc, une petite boulangerie avec une enseigne peinte à la main indiquant Helen's Kitchen. Norman gara et entra. L'odeur de pain frais le frappa immédiatement. Chaude, réconfortante, le genre d'odeur qui vous fait oublier tout le reste un instant. Helen se tenait derrière le comptoir, essuyant la vitrine. Elle leva les yeux et une clochette au-dessus de la porte tinta. « Norman, ça fait longtemps. » « Helen. » Norman hocha la tête. « Tu as une minute pour parler ?» Son sourire s'effaça. « Est-ce à propos de Ruby ?»« Oui. » Hélène jeta un coup d'œil à la boutique vide, puis fit signe vers une table dans le coin. « Assieds-toi, je vais nous prendre du café. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Hélène versa 2 tasses d'une carafe qu'elle gardait derrière le comptoir. Norman la remercia et prit une gorgée. C'était un bon café. Forte, pas brûlée. « Et comment va-t-elle » demanda Hélène. « Elle est en vie. » À peine, le visage d'Hélène s'assombrit. « J'ai entendu dire que quelque chose s'était passé. Les nouvelles voyagent vite dans une ville comme celle-ci. Qu'as-tu entendu ? Qu'elle était à l'hôpital ? Que Colton lui avait fait du mal ?» Hélène posa sa tasse et se pencha en avant. J'ai essayé de la prévenir. Tu sais, quand elle a commencé à le voir, quelque chose chez lui ne me plaisait pas. Que veux-tu dire ? Il venait souvent à la boulangerie, tout le temps. Au début, je pensais qu'il était juste gentil. Il lui apportait le déjeuner, il venait vérifier sur elle. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'il l'appelait pendant son service. Plusieurs fois, il se montrait juste quand elle était sur le point de partir. Il demandait où elle allait, à qui elle parlait. Ça semblait contrôlant. La mâchoire de Norman se serra. « Lui as-tu dit quelque chose ?» J'ai essayé, mais elle a dit qu'il était juste protecteur, qu'il tenait à elle. Je n'ai pas insisté. Peut-être que j'aurais dû. L'a-t-il déjà blessée pendant qu'elle travaillait pour toi ? Hélène hésita. Je ne sais pas. Elle a commencé à porter des manches longues, même en été. Et une fois, j'ai vu une ecchymose sur son poignet. Elle a dit qu'elle s'était cognée contre une porte. Mais Hélène secoua la tête. J'aurais dû faire plus. Tu as fait ce que tu pouvais ? Vraiment. Parce qu'elle a arrêté de travailler ici 6 mois après l'avoir épousé. Il a dit qu'elle n'avait plus besoin de travailler, qu'il s'occuperait d'elle, et je ne l'ai plus revue. Pas jusqu'à ce que j'entende qu'elle était à l'hôpital. Norman s'adossa à sa chaise. Sais-tu autre chose sur lui ? Où il travaillait ? Qui étaient ses amis ? Il disait qu'il était dans les ventes. Il voyageait beaucoup, mais je ne sais pas pour quelle entreprise. Quant aux amis, Hélène fronça les sourcils. Je ne l'ai jamais vu avec qui que ce soit. Il était toujours seul. Norman hocha la tête. Il sortit son carnet et nota tout ce qu'Hélène avait dit.
puis leva les yeux. « Si tu penses à autre chose, appelle-moi. » Hélène tendit la main par-dessus la table et serra la sienne. « Dis à Ruby que je pense à elle. »« Je le ferai. » Norman quitta la boulangerie et conduisit jusqu'à sa prochaine étape. L'école primaire, l'école de Rowan. Il voulait parler au conseiller, découvrir si quelqu'un là-bas avait remarqué quelque chose d'anormal. La réceptionniste au bureau d'accueil le reconnut. Elle appela le conseiller, une jeune femme nommée Emily qui avait l'air d'être fraîchement sortie de l'université. Emily le rencontra dans un petit bureau près de la bibliothèque. « Monsieur Branner », dit-elle en lui serrant la main, « j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je suis tellement désolée. »« Merci. » Norman s'assit. « Je voulais vous demander à propos de Rowan. A-t-il déjà mentionné quelque chose sur ce qui se passait à la maison ?» Emily se tortilla sur son siège. « Nous ne sommes pas censés discuter des élèves sans le consentement des parents. »« J'ai le consentement. Ruby est ma fille. Elle reste chez moi maintenant. » Emily hésita, puis elle soupira. « Rowan. Il a du mal. Depuis des mois, il était autrefois extraverti, heureux. Mais cette année, il est renfermé, silencieux. Il ne joue pas autant avec les autres enfants. Et quelquefois, j'ai remarqué des ecchymoses. » La poitrine de Norman se serra. « Quel genre d'ecchymose ? Sur ses bras, ses poignets ?» Je lui ai demandé à ce sujet, et il a dit qu'il était tombé, mais elles n'avaient pas l'air d'ecchymose de chute. Elles avaient l'air délibérées. « L'avez-vous signalé ?» Je l'ai fait. J'ai appelé les services de protection de l'enfance. Ils ont envoyé quelqu'un à la maison, mais Ruby, elle a dit que tout allait bien, que Rowan était juste maladroit. Elle m'a supplié de ne pas poursuivre. Elle a dit que ça empirerait les choses. Norman ferma les yeux. Ils ont donc abandonné. Ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour justifier une enquête plus approfondie. Norman se leva. Ses mains tremblaient. Pas de peur, de rage. Merci pour votre temps. Emily se leva aussi. Monsieur Branner, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider, il n'y a rien. Il sortit avant qu'elle puisse dire autre chose. Le reste de la journée se brouilla. Norman passa plus d'appels. Il parla à une voisine qui vivait près de la maison de Ruby. Elle dit qu'elle avait entendu des cris, quelquefois, mais elle n'avait jamais appelé la police. « Je ne voulais pas m'impliquer, » dit-elle. Norman la remercia et raccrocha. Il parla à un homme au magasin de quincaillerie qui avait vendu un verrou à peine dormant à Colton 6 mois auparavant. Il a dit que c'était pour son garage, dit l'homme. Norman ne répondit pas. Il se contenta de l'ajouter à son carnet. Quand il rentra chez lui, il était plus de 18 heures. Ruby et Rowan étaient dans le salon, en train de regarder la télé. Ruby avait l'air mieux, l'enflure avait encore diminué, Rowan avait l'air fatigué. Norman prépara le dîner, des spaghettis. Rien de sophistiqué, ils mangèrent en silence. Ensuite, Ruby mit Rowan au lit et Norman revint à la cuisine. Il ouvrit son carnet et ajouta tout ce qu'il avait appris ce jour-là. Quand il eut fini, il était après minuit, sa main lui faisait mal d'avoir écrit, mais le carnet était plus plein maintenant. Preuve, schémas, une image claire de qui était Colton Ward et de ce qu'il avait fait. Norman ferma le carnet et s'adossa à sa chaise. Il fixa le plafond. La maison était silencieuse sauf pour le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit de sa propre respiration. « Demain, pensa-t-il, demain, je creuserai plus profond, parce que Norman savait quelque chose que la police ne savait pas. Il savait qu'attendre que le système fonctionne équivalait à attendre pour rien, et il n'allait pas laisser Colton Ward passer entre les mailles du filet. Pas cette fois, jamais. L'après-midi suivant, Norman reçut l'appel qui l'attendait. Colton Ward s'était montré à l'hôpital. L'inspecteur Harrison appela pour le prévenir. « Il a essayé de voir votre fille. Nous l'avons renvoyé, mais il est ici, dans le parking. Je pensais que vous devriez le savoir. J'y serai dans 10 minutes. » Norman attrapa ses clés et conduisit vite. Ruby et Rowan restèrent à la maison. Il ne leur dit pas où il allait. Il ne voulait pas qu'ils s'inquiètent. Quand il entra dans le parking de l'hôpital, il repéra Colton immédiatement. L'homme se tenait près de l'entrée, parlant au téléphone. Il portait une chemise repassée et un jean propre. Ses cheveux étaient peignés. Il avait l'air calme, maîtrisé. Comme un homme qui n'avait pas battu sa femme presque à mort 2 jours auparavant, Norman Gara est sorti du pick-up. Colton le vit et termina son appel. Il sourit. « Norman », dit-il, sa voix douce et amicale. « J'espérais te croiser. » Norman marcha vers lui. « Tu ne la verras pas. Je veux juste parler, m'assurer qu'elle va bien. Elle va bien ? Pas grâce à toi. » Le sourire de Colton ne vacilla pas. « Je comprends que tu sois contrarié, mais je pense qu'il y a eu un malentendu. » « Pas de malentendu. Tu l'as mise à l'hôpital ? » « Ce n'est pas vrai. Elle est tombée. »
Elle essaie maladroite quand elle est fatiguée. Je l'ai dit à la police. Norman s'arrêta à quelques pas. Il étudia Colton. L'homme était bon, il ne sciait pas, ne rompait pas le contact visuel. Il se tenait là comme s'il croyait chaque mot sortant de sa bouche. « Tu as enfermé mon petit-fils dans sa chambre ?» dit Norman doucement. Il avait besoin de discipline. Ruby est trop douce avec lui. Quelqu'un doit lui apprendre les limites. En l'enfermant dans une chambre, avec un cadenas, ce n'était pas verrouillé. Il aurait pu l'ouvrir s'il avait essayé. Norman fit un pas plus près. J'ai enfoncé cette porte. Elle était verrouillée. De l'extérieur, le sourire de Colton s'effaça enfin. Ses yeux se durcirent. « Tu as forcé l'entrée de ma maison ? C'est illégal. Tu devrais faire attention. Norman, les actions ont des conséquences. Me menaces-tu ? Je te donne juste un conseil. D'homme à homme. » Norman le fixa, et en cet instant, il comprit quelque chose d'important. Colton Ward n'avait pas peur. Il ne s'inquiétait pas de la police. Ne s'inquiétait pas d'être arrêté. Il se croyait intouchable. Il pensait pouvoir sourire et parler pour se sortir de n'importe quoi. Et peut-être le pouvait-il. Mais pas pour toujours. « Reste éloigné de ma fille, » dit Norman. « Reste éloigné de mon petit-fils. Ou nous allons avoir un problème. » Le sourire de Colton revint. « Ta fillesse est ma femme. Mon fils est mon fils. Tu ne me dis pas quoi faire. Je viens de le faire. Et que vas-tu faire si je n'écoute pas ? Me faire du mal, parce que c'est une agression, Norman. Et je serais ravi de porter plainte. » Norman ne répondit pas. Il se contenta de se retourner et de revenir à son pick-up. Derrière lui, Colton cria « Dis à Ruby que je l'aime. Dis-lui que j'attendrai. » Norman grimpa dans le pick-up et démarra le moteur. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses jointures blanchirent. Il voulait effacer ce sourire du visage de Colton, mais il ne le fit pas. Parce que Colton avait raison sur une chose. Les actions avaient des conséquences, et Norman allait s'assurer que Colton affronte chacune d'elles. Quand Norman rentra chez lui, Ruby était dans la cuisine. Elle avait l'air pâle. « Papa !» L'inspecteur Harrison a appelé. Il a dit que Colton a essayé de me voir à l'hôpital. Il l'a fait, je l'ai renvoyé. Il va venir ici, je sais qu'il le fera, alors il devra faire face à moi. Ruby secoua la tête. Tu ne comprends pas ? Il ne va pas s'arrêter, il ne s'arrête jamais, il trouvera un moyen, il le fait toujours. Norman s'assit à la table. Ruby, écoute-moi. Il n'est pas intouchable, il pense qu'il l'est, mais il ne l'est pas. Il a de l'argent, il a des avocats, il n'a rien qui compte. Plus maintenant. Ruby le fixa. Qu'est-ce que tu prévois ? Je prévois de m'assurer qu'il ne te fasse plus jamais de mal. Papa, s'il te plaît, ne fais rien qui te mette en difficulté. Je ne peux pas te perdre toi aussi. Norman tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Tu ne vas pas me perdre. Je te le promets. Ruby n'avait pas l'air convaincue, mais elle hocha la tête. Cette nuit-là, Norman ne put pas dormir à nouveau. Il resta allongé dans son lit, fixant le plafond, repassant tout ce qu'il avait appris ces derniers jours, l'arrogance de Colton, sa confiance, sa conviction qu'il était plus intelligent que tout le monde, c'était sa faiblesse, et Norman allait l'exploiter. Norman passa les 2 jours suivants à planifier. Il ne dit pas à Ruby ce qu'il faisait, ne le dit à personne. Il travailla simplement en silence, méthodiquement, comme s'il reconstruisait un moteur, une pièce à la fois. D'abord, il appela Patricia Voss, l'avocate familiale. Elle avait déjà commencé les papiers pour la garde d'urgence de Rowan. Norman lui demanda d'accélérer. Elle dit qu'elle ferait de son mieux. L'audience était prévue pour la semaine suivante. « Ruby devra-t-elle être là ?» demanda Patricia. « Probablement. Et Colton ? Il recevra une notification, qu'il se présente ou non et son choix. » Norman la remercia et raccrocha. Ensuite, il installa un système de sécurité, caméras, détecteur de mouvement, enregistrement d'audio. Il les installa autour du périmètre de sa maison et aux 2 entrées. Il les testa 2 fois pour s'assurer qu'ils fonctionnaient en série. Puis, il les relia à son téléphone pour pouvoir tout surveiller à distance. Quand Ruby demanda ce qu'il faisait, il lui dit la vérité. « Je veux savoir si quelqu'un s'approche de cette maison. » Ruby n'argumenta pas. Rowan resta calme pendant ces jours. Il passa la plupart de son temps à dessiner ou à jouer avec les vieux jouets que Norman avait gardés de l'enfance de Ruby. Parfois, il demandait quand il pourrait rentrer à la maison. Norman disait toujours la même chose, bientôt, mais Norman ne prévoyait pas de les laisser retourner dans cette maison. Jamais. Le 3e jour, Norman conduisit à nouveau en ville. Il avait besoin d'une information supplémentaire, le passé de Colton. Hélène avait dit qu'il voyageait pour le travail, mais elle ne connaissait pas les détails. Norman voulait savoir où il avait été, pour qui il travaillait, et, plus important encore,
s'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait blessé. Il commença au bureau du greffier du comté, dossier public. Il fallut 1 heure de recherche dans de vieux fichiers, mais finalement il trouva quelque chose. Colton Ward avait été arrêté 5 ans auparavant dans un comté voisin, agression domestique. Les charges avaient été abandonnées quand la victime avait refusé de témoigner. Norman nota le nom de la victime. Puis, il alla à la bibliothèque et utilisa un des ordinateurs publics pour la chercher en ligne. Son nom était Jennifer Hayes. Elle vivait 2 villes plus loin. Norman trouva un numéro de téléphone et appela. Une femme répondit à la 3e sonnerie. « Allô, Jennifer Hayes. »« Oui, je m'appelle Norman Branner. J'appelle à propos de Colton Ward. » Il y eut un long silence. Puis doucement, « Quoi à propos de lui ? Il a blessé ma fille. J'essaye de recueillir des informations, tout ce qui pourrait aider à le garder éloigné d'elle. » Une autre pause. « Je ne veux pas m'impliquer, je comprends, mais s'il y a quoi que ce soit, que vous puissiez me dire. »« Il est dangereux, » dit Jennifer soudainement. Sa voix était tendue, effrayée. « Il est bon pour vous faire penser que vous êtes le problème, que vous êtes celle qui est brisée, mais c'est lui qui vous brise. Il m'a brisé, et quand j'ai essayé de partir, il m'a dit qu'il me tuerait. Il a dit qu'il ferait passer ça pour un accident. Je l'ai cru. » La prise de Norman se serra sur le téléphone. « Pourquoi n'avez-vous pas témoigné ? Parce qu'il a trouvé où je logeais. Il m'a envoyé des fleurs, avec un mot disant « Je sais où tu dors », donc j'ai abandonné les charges et j'ai quitté la ville. Je ne l'ai pas vu depuis. Avez-vous quelque chose par écrit ? Des textos, des emails ? J'ai tout supprimé. J'avais trop peur pour le garder. » Norman exhala lentement. « Merci de me l'avoir dit. Votre fille est-elle en sécurité ? Elle le sera. » « Bien, parce que s'il s'en sort encore une fois, » la voix de Jennifer s'éteignit. « Faites juste attention, il est plus intelligent que les gens ne le pensent. » Norman raccrocha et ajouta son témoignage à son carnet. Puis il rentra chez lui. Ce soir-là, Norman s'assit à la table de la cuisine avec son carnet ouvert devant lui. Il lut chaque entrée, chaque preuve, chaque pièce d'évidence qu'il avait recueillie, et puis il commença à planifier son prochain coup. Colton Ward se croyait intouchable. Il pensait pouvoir se sortir de n'importe quoi par la parole. Il pensait que Norman n'était qu'un vieil homme qui se fatiguerait et abandonnerait. Il avait tort. Norman savait quelque chose que Colton ignorait. Il savait que les hommes arrogants commettaient des erreurs. Ils devenaient négligents, ils se surestimaient et sous-estimaient les autres. Et quand ils le faisaient, ils laissaient des ouvertures. Tout ce que Norman avait à faire était d'attendre l'ouverture, et puis frapper. L'ouverture vint 2 jours plus tard. Il était tard. Après 22 heures, Norman était dans le garage en train d'organiser des outils quand son téléphone vibra. Une notification du système de sécurité. Mouvement détecté à la porte d'entrée. Norman posa le téléphone et consulta le flux de la caméra. L'écran montrait une silhouette sur son porche. Un homme, Grand, portant une veste, Colton. Norman posa le téléphone et entra dans la maison. Ruby et Rowan dormaient. Bien, il ne voulait pas qu'ils entendent ça. Il vérifia le revolver dans le placard, encore chargé. Puis il alla à la porte d'entrée et l'ouvrit. Colton se tenait là, les mains dans les poches, le même sourire doux sur le visage. « Norman, » dit-il, « nous devons parler. Non, nous n'avons pas à le faire. Je pense que si... Vois-tu, j'ai reçu une notification aujourd'hui. Elle dit que tu essayes de me prendre mon fils. C'est vrai ?» Norman ne répondit pas. Colton fit un pas plus près. « Tu ne peux pas faire ça. C'est mon fils. Ruby est ma femme. C'est ma famille, pas la tienne. Tu as perdu le droit de les appeler ta famille quand tu as posé les mains sur eux. » Le sourire de Colton s'effaça, sa voix baissa. « Tu te prends pour un héros. Tu penses que forcer l'entrée de ma maison et déposer des papiers légaux fait de toi un bonhomme. Tu n'es qu'un vieux fou qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Sors de ma propriété. Ou quoi ? Tu vas appeler les flics ? Vas-y, parce que quand ils arriveront, je leur dirai comment tu m'as harcelé, comment tu m'as menacé à l'hôpital, comment tu as monté ma femme contre moi. » Norman sortit sur le porche et ferma la porte derrière lui. « Tu es venu ici pour me menacer. Je suis venu pour t'avertir. Reste en dehors de ma vie, ou je m'assurerai que tu le regrettes. » Norman le fixa, et puis il sourit. Pas un sourire amical, un froid. « Redis ça ?» Colton cligna des yeux. « Quoi ? Redis-le. À propos de comment tu me feras le regretter. Dis-le plus fort. Assure-toi que je t'entende clairement. » Les yeux de Colton se plissèrent. « Qu'est-ce que tu... » Et puis il le vit. La petite caméra montait au-dessus de la porte, la lumière rouge clignotant, enregistrant. Le visage de Colton se vida de sa couleur, le sourire de Norman s'élargit. « Tu disais... » Colton recula, sa confiance douce se fissura.
Tu enregistres ça? Chaque mot, c'est illégal. Non, ce ne l'est pas, c'est ma propriété. J'ai le droit d'enregistrer quiconque y met les pieds. Et tu viens de me menacer? À la caméra? Avec audio? La mâchoire de Colton se serra. Ses mains se crispèrent en poing. Tu te crois intelligent? Plus intelligent que toi? Colton fit un autre pas en arrière. Ses yeux dartèrent entre Norman et la caméra. Puis, il se tourna et descendit rapidement l'allée. Sa voiture était garée dans la rue. Il grimpa dedans et partit en vitesse. Pneus crissant, Norman resta sur le porche et regarda jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent. Puis, il rentra et consulta l'enregistrement de sécurité sur son téléphone. Il le repassa 2 fois, puis il le sauva à 3 endroits différents. Son téléphone, son ordinateur portable, une clé USB. C'était ça? C'était l'ouverture. Colton venait de lui donner tout ce dont il avait besoin. L'audience était prévue pour le mardi suivant. Norman passa le week-end à préparer. Il imprima des copies de l'enregistrement de sécurité. Il organisa son carnet en un document propre et tapé. Il contacta à nouveau Jennifer Hayes et lui demanda si elle serait prête à fournir une déclaration écrite. Elle hésita mais finit par accepter. Norman conduisit 2 villes plus loin pour la récupérer. Le lundi, il rencontra Patricia Voss. Elle examina tout ce qu'il avait rassemblé, les rapports médicaux, les photos des blessures de Ruby, les témoignages d'Hélène et d'Emily, le dossier d'arrestation, la déclaration de Jennifer et l'enregistrement de sécurité de Colton menaçant Norman. Patricia leva les yeux vers lui quand elle eut fini. C'est complet. Sera-ce suffisant? Ça devrait l'être. Mais préparez-vous, Colton aura un avocat et il se battra. Laissez-le faire. Le mardi matin arriva froid et gris. Norman se réveilla tôt, se doucha et mit le seul costume qu'il possédait. Il était vieux mais propre. Ruby sortit de la chambre d'amis portant une robe que Norman n'avait pas vue depuis des années. Elle avait l'air nerveuse. « Es-tu prête ?» demanda Norman. Ruby hocha la tête, mais ses mains tremblaient. « Il va être là ?» dit-elle doucement. « Je sais. Et si ?» Ruby. Norman posa sa main sur son épaule. « Ça va aller? Fais-moi confiance ?» Elle hocha à nouveau la tête, mais la peur ne quitta pas ses yeux. Ils laissèrent Rowan avec une voisine en qui Norman avait confiance. Une femme plus âgée, nommée Béatrice, qui connaissait Ruby depuis qu'elle était enfant, elle promit de le garder en sécurité. Norman la remercia et conduisit Ruby au palais de justice. Le bâtiment était vieux et gris avec de hautes colonnes et des fenêtres étroites. À l'intérieur, ils sentaient le vieux papier et le polish pour sols. Ils rencontrèrent Patricia dans le hall. Elle repassa le plan une fois de plus, puis ils se dirigèrent vers la salle d'audience. Colton était déjà là. Il était assis à la table de la défense avec son avocat. Un homme à l'air vif dans un costume coûteux. Colton portait un costume aussi. Il avait l'air calme, confiant. Quand Ruby entra, il lui sourit. Ruby détourna le regard. La juge entra. Une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et aux yeux perçants. Tout le monde se leva, puis elle fit signe de s'asseoir. « Ceci est une audience pour la garde temporaire d'urgence de Rowan Ward, » dit la juge. « Monsieur Branner, vous demandez la garde ?» Norman se leva. « Oui, votre honneur. Sur quel motif ?» Patricia se leva. « Votre honneur, nous avons des preuves de violence domestique, de mise en danger d'enfants et de menaces continues contre la famille. » L'avocat de Colton se leva. « Votre honneur, mon client nie ces allégations. C'est un cas clair d'interférence familiale. Monsieur Branner harcèle mon client depuis des semaines. » La juge leva la main. « J'entendrai les preuves. » Madame Voss, procédez. Patricia présenta tout. Les rapports médicaux, les photos, les déclarations d'Hélène et d'Emily, le témoignage écrit de Jennifer. Et, enfin, l'enregistrement de sécurité. La juge le regarda sans expression. Quand la voix de Colton remplit la salle d'audience, « Tu ne peux pas faire ça. C'est mon fils? Ruby est ma femme. C'est ma famille. » Ruby tressaillit quand il dit « Reste en dehors de ma vie ou je m'assurerai que tu le regrettes. » Les yeux de la juge se plissèrent. L'enregistrement se termina. La salle d'audience était silencieuse. L'avocat de Colton se leva. « Votre honneur, cet enregistrement a été pris sans la connaissance de mon client. Il est irrecevable. » En fait, dit Patricia, il est entièrement recevable. L'enregistrement a été fait sur la propriété privée de Monsieur Branner, où il a tout droit légal d'installer des caméras de sécurité. Votre client était en infraction. Il essayait d'avoir une conversation civile. Il faisait des menaces. La juge leva à nouveau la main. Assez d'être là. Monsieur Ward, avez-vous quelque chose à dire? Colton se leva. Il regarda la juge, puis Ruby. Sa voix était douce. Calme. Votre honneur, j'aime ma femme. J'aime mon fils.
Je ne leur ferai jamais de mal. C'est tout un malentendu. Mon beau-père interfère dans notre mariage depuis le début. Il essaie de monter Ruby contre moi. Et les preuves médicales ? Demanda la juge. Ruby est tombée. Elle est maladroite ? Je lui ai dit d'être plus prudente. Maisie. Elle est tombée assez fort pour se fêler 3 côtes et se donner une commotion cérébrale. Colton hésita. C'était une mauvaise chute. Et le cadenas sur la porte de votre fils ? C'était pour sa sécurité. Il erre la nuit, avec un verrou à l'extérieur. Colton ne répondit pas. La juge s'adossa à sa chaise. Elle regarda Colton longtemps, puis Norman, puis Ruby. Madame Ward, dit la juge. Vous sentez-vous en sécurité avec votre mari ? Ruby se leva lentement. Sa voix était à peine un murmure. Non. Voulez-vous que votre fils soit avec lui ? Non. La juge hocha la tête. Elle écrivit quelque chose sur le papier devant elle, puis leva les yeux. J'accorde la garde temporaire d'urgence à Norman Branner. Monsieur Ward, il vous est interdit de contacter Madame Ward ou Rowan Ward jusqu'à nouvel ordre. Si vous violez cet ordre, vous serez arrêté. Comprenez-vous ? Le visage de Colton rougit. Votre honneur, c'est... Comprenez-vous ? La mâchoire de Colton se serra. Oui. Bien. Huissier, veuillez escorter Monsieur Ward hors de la salle d'audience. L'huissier s'avança. Colton se leva. Pendant un instant, Norman pensa qu'il pourrait faire quelque chose de stupide, quelque chose d'imprudent, mais Colton se contenta de fusiller Norman du regard, puis Ruby, et puis sortit. La juge se leva. Cette audience est ajournée. Norman et Ruby sortirent de la salle d'audience ensemble. Ruby pleurait. Pas des larmes tristes, de soulagement. Elle attrapa le bras de Norman et s'y accrocha fort. « Merci », murmura-t-elle. Norman ne répondit pas. Il se contenta de passer son bras autour d'elle et de la conduire hors du bâtiment. Dehors, l'inspecteur Harrison attendait. Il s'approcha quand il les vit. « Monsieur Branner, Madame Ward. »« Inspecteur » dit Norman. « J'ai entendu parler de l'audience. Félicitations. » »« Merci. » Harrison jeta un coup d'œil au palais de justice. « Nous avons aussi un mandat d'arrêt contre Monsieur Ward. Plusieurs chefs d'accusation, agression, mise en danger d'enfant, intimidation de témoins. Une fois que nous le trouverons, il ira en prison pour un moment. »« Bien, » dit Norman. Harrison hocha la tête. « Restez en sécurité. Et appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Il partit. Norman et Ruby restèrent là un moment, regardant les marches du palais de justice. Colton était parti, l'avocat était parti. Il n'y avait que deux. « Est-ce vraiment fini ?» demanda Ruby. Norman la regarda. « Pour l'instant. Et s'il revient, alors nous nous en occuperons. » Ils rentrèrent chez eux en silence. Quand ils s'engagèrent dans l'allée, Béatrice attendait sur le porche avec Rowan. Le garçon courut vers sa mère, et Ruby le souleva, le tenant fort. « Nous sommes en sécurité maintenant ?» murmura-t-elle dans ses cheveux. « Nous sommes en sécurité. » Rowan hocha la tête contre son épaule. Norman les observa, et pour la première fois depuis des jours, il ressentit autre chose que de la colère. Il ressentit du soulagement. 3 semaines plus tard, Colton Ward fut arrêté. Il se cachait dans un motel 2 comtés plus loin, utilisant un faux nom. Quand la police le trouva, il essaya de fuir. Ils le rattrapèrent dans le parking et le menottèrent devant une douzaine de témoins. Norman en entendit parler par l'inspecteur Harrison. Il appela pour le lui dire. Norman le remercia et raccrocha. Ce soir-là, Norman le dit à Ruby. Elle pleura à nouveau. Cette fois, c'était définitivement des larmes de soulagement. Colton fut accusé d'agression, de mise en danger d'enfants et de plusieurs chefs d'intimidation de témoins. Son procès était fixé à 6 mois. Sa caution fut refusée. Ruby et Rowan restèrent avec Norman. Ils ne parlèrent pas de retourner à la maison. Ruby dit qu'elle ne voulait plus jamais la voir. Norman n'insista pas. Il se contenta de leur faire de la place. Il transforma son bureau en une 2e chambre. Il libéra de l'espace dans le garage pour le vélo de Rowan. Il prépara le petit déjeuner tous les matins et le dîner tous les soirs. Lentement, les choses commencèrent à redevenir normales. Ruby souriait plus. Elle commença à cuisiner dans la cuisine de Norman des cookies, du pain, des tartes. Elle dit que ça faisait du bien de créer quelque chose à nouveau. Norman mangea tout ce qu'elle faisait et lui dit que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. Rowan recommença à jouer. Il riait, il courait dans la cour. Il demanda à Norman de lui apprendre à utiliser des outils et Norman passa des heures dans le garage avec lui, lui montrant comment réparer des choses, comment mesurer, comment couper du bois, comment être patient. Un soir, Norman et Ruby s'assirent sur la terrasse arrière, regardant Rowan jouer près du lac. Le soleil se couchait.
peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. L'air était frais, les arbres bruissaient. Ruby se tourna vers Norman. « Papa, pourquoi as-tu fait tout ça? Parce que tu es ma fille. Mais t'as risqué tant? La police aurait pu t'arrêter. Colton aurait pu te faire du mal. Toi, Ruby. » Norman la regarda. « Tu ne comprends pas? Je n'ai rien risqué. J'ai protégé ce qui est à moi. Ce n'est pas un risque, c'est une responsabilité. » Les yeux de Ruby se remplirent de larmes. « Je ne te mérite pas. »« Si, tu le mérites. » Elle posa sa tête sur son épaule, et ils restèrent assis là en silence, regardant le soleil sombrer sous l'horizon. Quelques jours plus tard, Norman reçut une lettre. Elle était de Jennifer Hayes. Elle écrivait pour le remercier d'avoir tenu tête à Colton. Elle disait que d'entendre qu'il avait été arrêté lui donnait de l'espoir, que peut-être elle pouvait enfin arrêter de regarder par-dessus son épaule, que peut-être d'autres femmes le pouvaient aussi. Norman lut la lettre 2 fois, puis il la plia et la mit dans son carnet. Une autre pièce d'évidence, une autre histoire, une autre raison pour laquelle ce qu'il avait fait comptait. Cette nuit-là, Norman s'assit à la table de la cuisine avec son carnet devant lui. Il feuilleta les pages, toutes les notes, toute l'évidence, toute la planification. Ça avait marché, pas parfaitement, pas facilement, mais ça avait marché. Il ferma le carnet et le posa de côté, puis il regarda par la fenêtre. Le lac était calme, les étoiles étaient brillantes, la maison était silencieuse, et pour la première fois depuis des semaines, Norman se sentit en paix. Il ne pardonna pas à Colton Ward. Il ne le ferait jamais. Le pardon n'était pas quelque chose que des hommes comme Colton méritaient. Mais Norman n'avait pas besoin de lui pardonner. Il avait juste besoin de s'assurer qu'il ne pourrait plus jamais faire de mal à quiconque. Et il l'avait fait. Norman se leva et alla à la fenêtre. Il regarda le clair de lune danser sur l'eau. Quelque part là-dehors, Colton était assis dans une cellule de prison, enfin confronté aux conséquences de ses actions. Quelque part là-dehors, Ruby et Rowan étaient en sécurité, en train de guérir, en train de recommencer. Norman avait fait ce qu'il s'était fixé de faire. Il avait protégé sa famille, il avait fait en sorte que le système fonctionne, même quand il ne voulait pas. Il avait été impitoyable, inflexible, stratégique. Et il avait gagné. Norman se détourna de la fenêtre et alla à la chambre d'amis. Il frappa doucement. Ruby ouvrit la porte. Elle avait l'air fatiguée mais contente d'y aller. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Tout va bien. Je voulais juste vérifier sur toi. » Ruby sourit. « Nous allons bien, papa. »« Mieux que bien. » Norman hocha la tête. « Bonne nuit. »« Bonne nuit. » Il ferma la porte et revint à sa propre chambre. Il s'allongea dans le lit et fixa le plafond. La maison craqua. Le vent murmura à travers les arbres. Et quelque part au loin, un hibou ulula dans la nuit. Norman ferma les yeux. Il ne rêva pas. Il n'en avait pas besoin, parce que le cauchemar était fini. Et ils étaient enfin en sécurité. Hallo, ich wollte gerade ein Foto schicken. Gut, bin hier am See, die Fische springen aus dem Wasser, die Pfanne kocht mit den Kartoffeln und gleich kommt das Fleisch da rein und dann esse ich schön ein bisschen Gurke mit Fleisch und Kartoffeln und genieße den Ausblick und das ist mega cool. Das ist mega abgefahren. Ja.
Kann nichts Mir ist jetzt passieren. nichts aufgefallen, was ich jetzt lassen würde am Text. Ja. Mach einfach, oder? Ja, ich schick das einfach. Ich verstehe dich nicht. Ich schick das einfach. Ja. Ja. Ne? Also ob er jetzt drauf eingeht oder nicht, ich höre mich jetzt selbst. Ich hoffe, das ist wieder weg. Ob er jetzt drauf eingeht oder nicht, ist dann halt so, ne? Ja, aber er rechtfertigt sich immer oder versucht immer irgendwelche Gründe zu finden. Und jetzt kann ich ihm auch mal sagen, ey, hier, wir haben es beide schriftlich, wir brauchen uns nicht im Kreis drehen. Na, also das bringt nichts. Ja. Genau. Ja. Dann probier doch mal gucken, was er dann sagt. Ja, genau. Mal gucken. Schadet ja auf jeden Fall nicht. Oh, hier ist ein Regenbogen. Ein großer. Und ich hoffe auf Polarlichter. Cool. Ist das denn wahrscheinlich? Nein. Nein. Doch, naja. Ich hoffe auf Eisbären. Das ist wahrscheinlich. Warte mal eine Sekunde, ich muss mal kurz die Kartoffeln umdrehen. Eine Sekunde bitte. Okay, ich darf mich nicht verquatschen, wenn die Kartoffeln. Aber sie sehen schon gut aus. Naja, ich habe nachgelesen und da stand, also je nachdem, welche Seite man trifft, steht da, im Juli ist es super wahrscheinlich, dass man das sieht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil da den ganzen Tag das hell ist. Aber jetzt bin ich wieder südlicher gereist. Jetzt bin ich gerade so, ich weiß nicht, 100 Kilometer nördlich von der Polargrenze, von der Polarkreisgrenze. Ja. Und hier wird es, naja, auch nicht dunkel, aber ein bisschen dunkler. Und Ja. es ist komplett blauer Himmel. Und vielleicht habe ich die Chance, dass es heute Abend vielleicht Polarlichter gibt. Ja. Also das wäre auf jeden Fall abgefahren, wenn ich jetzt noch welche hier sehen würde. Denn morgen bin ich südlich vom Polarkreis. Da ist es relativ unwahrscheinlich. Ja. Ja, also Okay. mal gucken. Ja. Ich schicke dir gleich den Standort mal hier. Ja, schick mir das. Und ich habe gerade geduscht. Im Nichts sozusagen. Im Nichts stand ich hier nackig am Strand und habe diesen großen Wasserkanister über mich gehalten. Ja. Das Wasser ist warm da drin. Ja, cool. Und habe dann hier geduscht und bin jetzt wieder knackig frisch.